Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on part dans un état où la devise, c'est l'amitié. Bienvenue dans cette spéciale Texas. Dans la région de Dallas, nous partirons sur les traces du couple de gangsters le plus glamour de l'Amérique. Il a été mythifié, fantasmé. L'héritage de Bonnie and Clyde, ce sera dans quelques instants. Vous verrez ensuite qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Avec le plus jeune héros de toute l'histoire de la Navy qui s'est illustré ici, dans le port de Corpus Christi. Et tout de suite, c'est avec l'œil impitoyable des frères Cohen qu'on se lance sur les routes texanes. C'est l'inspiration. De la tristesse d'une urbanité solitaire aux gueules heurtées par la vie, le Texas incarne bien des stéréotypes de l'Amérique. De quoi séduire le duo le plus caustique du cinéma américain, les frères Cohen, les réalisateurs de The Big Lebowski et Oh Brother. Nés dans le nord des États-Unis, dans un Minnesota glacial, Ethan et Joel Cohen se frottent à la chaleur texane dès leur premier film, 100%, avant d'y tourner à nouveau No Country for Old Men et le western True Grit. Excessif et extrême, le Texas est pour les deux frères l'endroit où la grandeur américaine déraille, un lieu où déambulent des losers magnifiques, parfois ingrats, souvent grotesques. Cet état se fait le reflet de la philosophie cohenesque du monde, celle de l'impuissance des hommes face à l'absurdité et le chaos de l'existence. En 1979, c'est à Austin, la capitale du Texas, que Joel Cohen étudie le cinéma pendant un semestre. À l'époque, il demande à Thomas Schatz, l'un de ses professeurs, de lire un scénario écrit avec son frère Ethan. Ce premier projet, intitulé 100%, revisite un genre bien balisé. Le film noir. Le tournage se déroule à Austin 3 ans plus tard. À l'époque, Austin était une petite ville. Et généralement, les films noirs se passent dans des métropoles urbaines, dans les bas-fonds sombres de la société américaine contemporaine. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ici, il y avait une atmosphère qu'ils pouvaient capturer, et que cela apporterait un décalage intéressant avec les films noirs traditionnels. 100%, l'histoire d'un époux jaloux qui veut se débarrasser de sa femme et de son amant, se déroule en grande partie dans le bar du mari trompé. Un bouge comme il en existe des centaines à Austin, entre néons paresseux, comptoirs douteux et jukebox vieillissants. Les gens ont une certaine idée du Texas, des stéréotypes et des clichés. Et c'était facile d'en jouer. Ce premier film condense déjà tout le génie et l'art du contre-pied des frères Cohen. Dans 100%, il convoque les archétypes du film noir pour mieux les détourner. Le mari est un sale type, la femme adultère et tout sauf fatale. Quant au personnage de Visser, le détective engagé pour éliminer les amants, c'est un cow-boy bedonnant vêtu de jaune au volant d'une coccinelle. C'est un film très décalé, et en matière de décalage, Visser, c'est un sacré morceau. C'est le Texan pure souche, avec ses cigarettes et le briquet que tout cow-boy doit avoir. Il est charmant et bizarre à la fois. Il est attirant et intéressant. On a envie de savoir ce qu'il va faire. Le film s'ouvre d'ailleurs avec sa voix off en train de donner sa vision du Texas. Et cela donne à peu près ça. Ici, on est tout seul. Ça résume exactement ce qu'est le Texas et ce qui se déroule dans ce film. C'est un avertissement. Les choses vont déraper. Pour les deux réalisateurs,
Le Texas, État où l'on revendique haut et fort son indépendance, se fait le miroir de l'individualisme forcené des Américains. Dans 100%, les personnages sont des êtres désunis qui suivent tous leur propre trajectoire, avec pour destination commune leur perte. Ce qu'on découvre dans ce film, c'est leur approche ludique de la narration et du récit cinématographique. C'est un film très noir et très drôle. C'est dur de ne pas voir les frères Coen comme un duo de philosophes existentialistes avec une bonne grosse dose d'absurdité mêlée à tout ça. À sa sortie en 1984, 100% séduit les cinéphiles. Le film devient l'un des modèles du courant néo-noir, une réinterprétation du film noir classique. Une vingtaine d'années plus tard, les frères Coen prennent la route de l'extrême ouest du Texas. C'est dans les étendues lunaires de Marfa qu'ils tournent No Country for Old Men, une adaptation du roman de Cormac McCarthy. Chip Love, le banquier de la ville, les accompagne lors des repérages. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Ils m'ont dit, on a besoin d'une cuvette avec des collines autour. Si vous remarquez, dans le film, il n'y a aucune musique, seulement le vent. Comme en ce moment. C'est encore un endroit du monde où on peut regarder à perte de vue et ne voir aucune trace de la main de l'homme. Dans ce film, tout tourne autour de l'idée de la désolation. C'est un film très sombre. En latin, on dit « tabula rasa ». C'est la feuille blanche sur laquelle on peut faire apparaître ce que l'on veut. Quand l'environnement est aussi austère, vous pouvez y faire intervenir toutes sortes d'événements diaboliques. Pour des conteurs comme les frères Coen, c'est l'endroit parfait. Le paysage aride, désolé, possède une immense beauté. D'une certaine manière, c'est un personnage à part entière du film. Dans No Country for Old Men, un chasseur texan découvre un carnage au cœur de ce milieu hostile, les vestiges sanglants d'un trafic de drogue ayant mal tourné. Il profite du chaos pour mettre la main sur une valise de billets. S'ensuit alors une chasse à l'homme entre narcotrafiquants mexicains, tueurs à gages et autres hommes de main. Portraitistes des Pékins du quotidien, les frères Coen entraînent Chip Love dans leur aventure cinématographique. On était assis sur le porche et les Coen m'ont tout simplement dit « Eh, il y a un rôle qu'on n'a pas encore casté, ça t'intéresserait ?» Je leur ai répondu « Non, je ne suis pas acteur. J'ai juste joué dans Le Magicien d'Oz au lycée. » Et ils m'ont dit « C'est parfait. » Je pense que ça les faisait rire de prendre un gars normal et de le mettre dans un film. Peut-être que c'est une façon pour eux de faire la nique à l'établissement. Chip Love incarne l'homme à la Ford, l'une des victimes du personnage le plus emblématique du film, Anton Chigurh. Joué par Javier Bardem, cet ange exterminateur au look absurde apporte une touche d'humour grinçant à ce film sombre et violent. Je conduisais exactement sur cette route, par ici, vers la caméra. J'étais un type au volant d'une Ford Granada, une sorte de commercial. Et Javier Bardem, enfin Chigurh, son personnage, me demandait de descendre. Et c'est là que la mort me tombait dessus. C'est un personnage un peu décalé. Les frères Coen lui ont trouvé la pire coupe de cheveux de l'histoire du cinéma. Mais dans son travail de tueur, aussi horrible soit-il, il a un sens de l'honneur. Par exemple, à la fin, il dit au personnage de Josh Brolin « Si tu te rends, je laisserai ta femme vivre ». Et comme il ne se rend pas, il va solder ses comptes et tuer la femme. Il le fait parce qu'il n'a qu'une parole. Il est la personnification du monde.
qui est impitoyable et capricieux. Routes désertes, stations-service délaissées, motels crasseux, les frères Coen peignent un Texas profond, bouleversé par un déferlement de violence aveugle. Ils explorent un thème qui leur est cher, celui d'un monde apocalyptique où plus aucun système de valeurs n'existe. Il n'y a pas vraiment de place pour le bien. Le personnage de Josh Brolin est guidé par la cupidité. Il trouve l'argent et il veut le garder. C'est l'un des 7 péchés capitaux. Vous savez, nous ne sommes rien que des humains. Nous sommes tous victimes de nos choix. On prend tous de mauvaises décisions et certaines ont des conséquences plus lourdes que d'autres. Et au final, qui est le vainqueur? Personne. Le shérif, Tommy Lee Jones, survit. À la fin, il s'assoit avec sa femme et boit son café. Mais c'est un homme usé. Je ne sais pas vraiment qui gagne. En fait, tout le monde sort perdant. Tout le monde. Sauf Joel et Ethan Coen. No Country for Old Men remporte 4 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. En 2010, il s'attaque à un monument du cinéma américain, le western, avec le film True Grit, adaptation d'un roman du même nom. L'intrigue se déroule en Arkansas, mais les Coen choisissent d'en tourner une grande partie au Texas, dans la petite ville de Granger. Ils voulaient représenter la ville de Fort Smith, mais le Fort Smith d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à la ville d'alors. Donc ils sont partis à la recherche de l'ambiance générale du western. Ils voulaient ces bâtiments en briques, ils voulaient de la pierre, une vieille mairie. Ils cherchaient des lieux évoquant le tournant entre le 19e et le 20e siècle. Et c'est ce qu'on trouve ici à Granger. On a l'impression que le Far West touche à sa fin, mais il y a encore l'atmosphère de cette époque. Il ne s'agit pas d'une réminiscence, car nos films parlent d'un passé que nous n'avons pas vécu. Il s'agit plutôt d'imagination. Dans True Grit, l'héroïne, une jeune fille de 14 ans, part sur les traces de l'assassin de son père. Elle s'associe avec un marshal alcoolique et un Texas Ranger, précieux et balourd. De cette histoire de vengeance, les frères Coen font un western féministe, un récit initiatique à hauteur d'enfant. Mattie est un personnage très déterminé. Elle ne se contente pas d'être là à attendre que le marshal, l'agent fédéral, lui dise quoi faire. C'est elle qui donne les ordres au marshal. On voit sa détermination et sa force. Et tout le film tourne autour de ces hommes qui la sous-estiment et qui sont tous alcooliques ou arrogants. La version de la masculinité qu'il montre n'est pas très valorisante. En fait, c'est vraiment le film de Mattie, c'est son histoire, sa narration. Elle vit exactement la même chose que les hommes. Ils ne sont pas là pour la sauver. Et à la fin, quand il s'agit de presser la détente pour tuer l'assassin, c'est elle qui a le doigt sur la gâchette. C'est son cheminement que l'on suit tout du long. Et ça, c'est profondément féministe, parce que c'est tellement rare au cinéma, ce qui est un peu dommage. Avec True Grit, les frères Coen embrassent les codes du western frontalement, sans s'en amuser. Preuve que les virtuoses du cinéma américain savent aussi laisser leur ironie à l'entrée des saloons texans. Pour moi, c'est juste l'expression pure de leur amour pour ce genre. Ils avaient l'opportunité de montrer que la légende de l'Ouest n'était pas morte, qu'elle était bien trop mythique et qu'elle avait une place trop importante dans la psyché américaine. Ils se sont dit, on peut apporter notre petite pierre à ce genre si légendaire et si américain. Et on va en faire la version des frères Coen. Leur vision cinématographique de l'Ouest est grinçante, sombre et misérable. Et pourtant, il y a une lueur de moralité en son cœur. Et c'est ça l'Ouest, c'est ça le western. C'est un conte moral. Dans ce monde, tu dois payer pour tout.
d'une façon ou d'une autre. Rien n'est gratuit, sauf la grâce de Dieu. Au Texas, Thomas Chauvinot, lui, a craqué pour une reine de la gâchette. Belle star, c'est le clin d'œil. Elle porte un Stetson à plumes, une longue robe noire et un pistolet à la ceinture. À Dallas, où elle vit, elle picole dans les saloons. Elle joue au poker et elle traverse les rues au galop, comme d'autres aujourd'hui font des roues avant, et elle tire en l'air. Belle Star est l'une des cowgirls les plus célèbres des États-Unis. Des dizaines de films l'ont transformée en héroïne, comme La Reine des Rebelles ou La Femme au revolver. On la retrouve aussi chez L'Homme qui tire plus vite que son ombre, un album de Lucky Luke porte son nom. Au départ, pourtant, rien ne la destine à la vie tumultueuse et souvent très courte des hors-la-loi. Myra Mabel Shirley voit le jour au sein d'une famille de fermiers du Missouri, tout ce qu'il y a de plus respectable. Mais avec la guerre de sécession, la famille doit abandonner ses terres pour se réfugier au Texas, où Myra voit mourir son frère, tué par les unionistes d'Abraham Lincoln. C'est peut-être pour cette raison que la jeune fille rejoint les Confédérés et n'hésite pas à indiquer, dès qu'elle les voit, les positions de l'ennemi. C'est à cette époque que sa maison devient un repère de bandits. Entre deux mauvais coups, elle héberge notamment Cole Younger et Jesse James. Chez eux, ce ne sont pas les voyages, mais les braquages qui forment la jeunesse. Belle Star se marie une première fois avec Jim Reed. Voleur, faux monnayeur et braqueur, il finit par trouver la mort au cours d'une attaque de diligence. Samuel Starr, son second mari, malfrat également, est à son tour tué, lui, après une altercation avec un policier. Entre-temps, Belle Star a volé des chevaux, connu la prison, un peu, elle est souvent remise en liberté faute de preuves. Elle, qui a su s'imposer dans ce monde d'hommes, finit lâchement assassinée d'une balle dans le dos. Le meurtrier ne sera jamais retrouvé. Sur sa tombe, sa fille a fait graver ces très jolis mots « Ne versez pas de larmes amères pour elle, ne laissez pas votre cœur aller à de vains regrets. Il n'y a ici qu'un cercueil, la gemme qu'il contenait continue à scintiller. » Si je vous dis maintenant Faye Dunaway et Warren Beatty, Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, vous me dites Bonnie and Clyde. Le duo fait désormais partie de la culture pop, mais vous allez voir dans l'héritage que leur réalité était beaucoup moins glamour. Au nord du Texas, les buildings de Dallas trônent comme une hérésie dans un Midwest majoritairement rural. Grâce au chemin de fer, la ville est devenue à la fin du 19e siècle un centre névralgique de l'industrie agricole, puis de l'industrie pétrolière. Au début des années 30, alors que les États-Unis sont ravagés par la Grande Dépression, la ville semble divisée en deux. D'un côté, de riches entrepreneurs, de l'autre, une jeunesse sans emploi qui végète dans des quartiers défavorisés. Parmi eux, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Laissé pour compte dans une société en crise, le couple de petits malfrats va créer en moins de 3 ans d'épopée criminelle sa légende texane et imposer dans la culture populaire mondiale le premier mythe des amants maudits. Leur destin tragique inspirera de multiples artistes comme le cinéaste Arthur Penn et le chanteur Serge Gainsbourg. À quelques kilomètres seulement du centre-ville, dans le quartier de West Dallas, des maisons en bois coloré s'alignent dans les contre-allées qui longent le Trinity Park. Au début des années 30, le sentiment de déclassement plombe cette zone qui rassemble des travailleurs pauvres et des sans-abri. Il n'y avait que des chemins de boue ici. Il n'avait pas d'eau courante, pas de ramassage d'ordures, ni de tout à l'égout. C'était sale. Si vous ajoutez à ça les mauvaises routes et l'absence d'infrastructures, on peut dire que c'était une sorte de bidonville.
Bonnie appelait West Dallas l'antichambre du diable. Bonnie et Clyde grandissent dans ces rues délabrées. Les Barrow vivent sous un pont jusqu'à ce que le père de Clyde parvienne à acheter une station-service. La demeure défraîchie borde toujours la route principale du quartier. Incarnation d'une jeunesse désabusée, Bonnie enchaîne quant à elle les petits boulots dans des restaurants qui font faillite. Clyde, arrêté à 17 ans pour un vol de voiture et de dinde, devient une cible pour la police. Ils étaient considérés comme une sous-classe et ils ne voulaient pas vivre comme leurs parents. Alors, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas leur ressembler. Ils avaient une attitude « je m'en foutiste ». Ils étaient assez fatalistes, finalement. Bonnie et Clyde naviguent dans les mêmes cercles. En janvier 1930, ils sont présentés l'un à l'autre par des amis communs. Clyde, violé en prison, en sort décidé à se venger. Bonnie le suit dans sa quête violente, laissant une empreinte indélébile sur West Dallas. Quand Bonnie et Clyde ont intégré le paysage, ils ont donné à West Dallas une image terrible. Et West Dallas a acquis la réputation d'être un espace sans foi ni loi, un endroit vraiment dangereux. Le couple forme, avec d'autres garçons des alentours, le gang Barrow. Ensemble, ils sillonnent le Texas et multiplient les larcins. Au nord de Dallas, la bourgade de Ponder fait partie des nombreux villages à garder en mémoire leurs méfaits. Ponder était une ville très prospère. Il y avait beaucoup d'élevage de bétail dans les alentours, du coton et des céréaliers. Le seul édifice qui reste de l'époque est la vieille banque. Le bâtiment, rénové par Bill Markey il y a 3 ans, porte les stigmates d'un temps où les banques étaient des cibles de choix pour les bandits de grand chemin. Vous arriviez par ici et vous preniez de l'argent au caissier. Tout ici est exactement comme en 1930. Là, vous voyez les traces des réparations qui ont été faites après les tentatives de cambriolage du coffre. Cette banque a été braquée 3 ou 4 fois à cette époque. Il y a un témoin, Pete Jackson, qui possédait l'épicerie d'à côté, et qui dit avoir vu Bonnie et Clyde dévaliser la banque. C'est à peu près la seule preuve que nous ayons qu'ils aient réellement fait ce braquage. Bonnie et Clyde ont été accusés de beaucoup de braquages de banques, alors qu'ils attaquaient principalement des épiceries. C'étaient des escrocs de bas étage. Mais c'est comme ça que les rumeurs se forment. Un jour, ils dévalisent une épicerie, et très vite, ça se transforme en multiples braquages de banques. En réalité, Clyde Barrow n'aurait participé qu'à une demi-douzaine de braquages de banques, et Bonnie n'aurait jamais fait usage d'une arme. Mais ils sont connus pour de nombreux délits dans la région et deviennent vite des coupables idéaux quand la police piétine sur une enquête. Étonnamment, cette fausse réputation va les rendre sympathiques aux yeux du grand public. À cette période, les gens détestaient les banques parce qu'elles confisquaient les fermes. Beaucoup se mettaient en faillite, mais gardaient l'argent. La figure du braqueur est parfois même érigée au rang de héros populaire. En 1967, la banque de Ponder est choisie, grâce à sa légende locale, pour servir de décor au film d'Arthur Penn qui retrace l'histoire de Bonnie et Clyde. On croit à la version du film. Dedans, on voit Bonnie et Clyde tenter de dévaliser la banque, mais elle est en faillite, et ça, c'était vrai. Voilà comment le mythe des amants braqueurs de banque est né de leur vivant et a été renforcé par la fiction. Traqués par la police,
le gang Barrow franchit régulièrement les frontières du Texas dès 1932 pour se camoufler dans les États voisins. En avril 1933, il s'installe à Joplin, dans le Missouri. Bonnie, Clyde, son frère Buck et sa femme Blanche, ainsi qu'un 5e membre du gang, cohabitent dans cette maison où l'on peut aujourd'hui séjourner. Cette maison dégage une atmosphère très spéciale. Beaucoup de gens me disent que si l'on écoute assez attentivement, les murs nous parlent. Ils ont choisi cet endroit parce qu'ils pouvaient observer les environs à 360 degrés. Ils pouvaient voir si la police arrivait. Ils l'ont également loué pour être proche des frontières de l'État. À l'époque, la police ne pouvait pas dépasser les frontières d'un État. Si vous arriviez à franchir la ligne, vous pouviez leur échapper. Ils vont vivre 13 jours dans ces murs. Ce sera le plus long moment passé par Bonnie et Clyde à un même endroit pendant leur idylle. Visiblement, ils passaient leur journée à dormir et leur soirée à faire la fête. Ils nettoyaient leurs armes, ils jouaient aux cartes, ils jetaient des couteaux. Le voisin d'à côté a appelé la police en pensant qu'ils étaient des contrebandiers à cause de leur rythme de vie. Ils n'étaient pas du tout prudents. Je crois qu'ils se sentaient invincibles. La police locale arrive, sans se douter qu'elle va affronter l'un des gangs les plus recherchés des États-Unis. Très vite, une fusillade éclate. 2 officiers sont abattus devant la maison avant que le gang ne prenne la fuite. Les enquêteurs dépêchés sur les lieux font une découverte capitale qui va faire entrer le couple dans la postérité. À cette époque, personne ne savait à quoi ils ressemblaient. Dans la précipitation, Blanche a laissé derrière elle une pellicule de photos sur laquelle les policiers ont découvert les premières images d'eux. C'étaient des photos de Bonnie et Clyde, armes à la main, prenant la pause, passant un bon moment. Ces images ont été imprimées dans tous les journaux à travers les États-Unis. Désormais, tout le monde savait à quoi ils ressemblaient. À travers le pays, les Américains se passionnent pour ce couple jeune, beau et transgressif, en pleine cavale meurtrière. Ils deviennent les criminels les plus célèbres du moment. Le reste de leur légende va s'écrire sur les routes du Midwest américain, à une période où la voiture s'impose comme un symbole d'émancipation et de réussite aux États-Unis. Bonnie et Clyde ont vécu sur la route, dans leur voiture, pendant 27 mois. Ils ont passé la majeure partie de leur relation amoureuse sur les routes, comme des fugitifs. Clyde Barrow comptait sur la vitesse de sa voiture et sur sa connaissance des routes pour échapper à tout. Il semblait ne savoir conduire qu'à une vitesse, à fond. Ils vivent, aiment et tuent sur les routes, donnant vie pour la première fois au mythe américain des courses-poursuites en voiture. L'une des plus impressionnantes a eu lieu ici, sur la Bankhead Highway, qui était un axe majeur dans les années 30. Bonnie et Clyde échappent alors à une embuscade policière. Dans la presse, qui suit de près leur épopée, ils bénéficient d'une certaine clémence. Ils sont pourtant responsables de 13 meurtres. Bonnie et Clyde ont été présentés par les gros titres des journaux comme des Robins des Bois modernes, parce qu'on a découvert qu'ils redistribuaient tout leur argent. Il y avait 2 raisons à cela. D'abord, leurs familles et leurs amis ne s'en sortaient pas très bien pendant la Grande Dépression. Alors, ils leur donnaient autant d'argent que possible. Mais ils donnaient aussi de l'argent à des inconnus. C'était aussi un moyen d'acheter le silence des gens. Le désintérêt du couple pour l'argent contribue à les dédiaboliser de leur vivant. Mais c'est bien la mort qui les attend au bout du chemin. En mai 1934, la police leur tend un piège et les abat sur une route de Louisiane, renforçant le mythe des amants maudits. Des dizaines de milliers de personnes se déplacent à Dallas pour assister aux funérailles de Bonnie et Clyde, morts à seulement 23 et 25 ans.
L'image que nous avons aujourd'hui de Bonnie et Clyde est extrêmement romancée. Ce qui est séduisant, c'est qu'il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune fille qui refusent de se quitter, alors qu'ils savent très bien que s'ils restent ensemble, ils mourront. C'est une histoire très romantique. 85 ans après leur mort, difficile de séparer les personnages historiques de leur double fantasmé. Des dizaines de films, de livres et de chansons leur ont été consacrés. Et quand en 2002, Beyoncé et Jay-Z, le couple le plus puissant et glamour de l'industrie musicale américaine, décident d'incarner des amants criminels, c'est encore le mythe de Bonnie et Clyde qu'ils ressuscitent. Celui que je vais vous présenter maintenant dans le port de Corpus Christi était encore plus jeune que Bonnie and Clyde quand il est entré dans l'histoire. C'est l'incontournable. Touché, coulé. Depuis 1992, l'USS Lexington mouille dans la baie de Corpus Christi. Dans cette cité côtière du Texas, on célèbre davantage l'armée américaine que le Fils de Dieu. La reine des navires de guerre accueille les profanes dans ses eaux sacrées depuis sa retraite. Devenu un musée à ciel ouvert, ce porte-avions fait revivre, le temps d'une visite, les plus grandes batailles navales de la Seconde Guerre mondiale. Incontournable USS Lexington, qui cache dans ses soutes le plus jeune héros de l'histoire de la Navy. Un destin héroïque et tragique, qui s'est noué au lendemain de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, l'Amérique mobilise tous les hommes âgés de 20 à 44 ans, comme nous le raconte le directeur du musée maritime du Texas, Justin Parkoff. Il y avait tellement de jeunes qui voulaient se battre. L'attaque contre les îles hawaïennes, en particulier Pearl Harbor, a provoqué une onde de choc dans tous les États-Unis. Vous savez, nous n'avions pas vraiment été attaqués sur notre sol depuis la guerre de 1812. Donc, on avait complètement relâché notre vigilance. Quand ils ont attaqué Pearl Harbor, cela a scandalisé beaucoup de monde. La petite ville de Kenton, à l'est de Dallas, n'échappe pas à l'onde de choc. C'est ici que vit le petit Calvin Graham. Il a 11 ans et il veut s'extraire de son quotidien, émaillé par la pauvreté et par la violence de son beau-père, coincé entre ses 6 frères et sœurs. Comme d'autres jeunes Américains, il est pris dans cet élan patriotique. Des milliers de volontaires voulaient s'enrôler dans l'armée pour obtenir des postes et remplir les cuirassés, les destroyers, les croiseurs. Il y avait aussi beaucoup de jeunes gens qui n'étaient pas majeurs, mais qui étaient tout autant patriotes que n'importe quel adulte. Et si vous étiez mineur, vous ne pouviez pas rejoindre l'armée ou la marine avant l'âge de 17 ans. Quand le frère aîné de Calvin a décidé de s'enrôler et de mentir sur son âge, Calvin s'est dit « Je vais faire la même chose. Je vais servir mon pays. Je ne vais pas rester ici, à traîner dans la rue et laisser passer cette guerre. » À l'été 1942, Calvin Graham rejoint les files d'attente de recrutement de la Navy. Du haut de son mètre 57, le garçon enfile les vêtements de ses grands frères et prend une voix plus grave pour masquer son âge. Il n'a certes que 12 ans, mais il dispose d'un sacré bagou. La seule chose sur laquelle vous ne pouvez vraiment pas mentir, ce sont vos dents. Il y avait donc un dentiste qui inspectait tout le monde. Vous faisiez la queue, puis il vous déshabillait, il vérifiait tout de haut en bas, puis vous vous asseyez sur le fauteuil du dentiste pour qu'il inspecte toutes vos dents. Et le dentiste a tout de suite vu qu'il ne pouvait pas avoir 17 ans. Face au refus du médecin, le garçon prétexte qu'il n'est pas la seule parmi les futurs recrues à ne pas correspondre à l'âge réglementaire. La Navy a besoin d'hommes et face à l'insistance de l'enfant, le dentiste cède. Après son recrutement, Calvin Graham affirme à ses parents rendre visite à des proches alors qu'il est envoyé en camp d'entraînement en Californie. Il embarque sur le cuirassé South Dakota en octobre 1942. Il est impossible que l'équipage ait cru qu'il avait 17 ans. Bien sûr qu'il le savait.
Je pense même que le gamin leur a dit. De toute manière, qu'est-ce qu'ils allaient faire une fois sur le bateau au beau milieu du Pacifique? Le jeter par-dessus bord? À plusieurs milliers de miles de Corpus Christi, le jeune marin se retrouve plongé dans l'un des affrontements les plus sanglants du conflit mondial. La bataille navale de Guadalcanal, au large des îles Salomon, occupée par les forces japonaises. Le South Dakota est en première ligne. Ils surpassaient en nombre les forces américaines. Et la bataille a fait rage toute la nuit. Il y avait énormément d'avions et ils les ont attaqués sans relâche cette nuit-là. La plupart des artilleurs a été tués. Plus de 42 obus s'abattent sur le pont du South Dakota. Situé en proue au niveau des mitrailleuses, l'adolescent est blessé par le feu japonais et doit se réfugier dans les soutes du cuirassé. Voici ce qu'il a raconté plus tard. J'ai enlevé les ceintures des morts et j'ai fait des garrots pour les vivants. Je leur ai donné des cigarettes et je les ai encouragés toute la nuit. Ça a été une longue nuit. J'avais 1000 ans. Je ne me suis pas plaint parce que la moitié des hommes du navire étaient morts. De retour sur la terre ferme, l'adolescent reçoit une demi-douzaine de récompenses pour sa bravoure, dont la Purple Heart, une distinction accordée aux soldats blessés au combat. Il est surnommé le vétéran en culotte courte de la Navy. Cet instant de gloire s'avère de courte durée. Quand il est revenu à Houston, il était considéré comme un héros de guerre. Tout le monde savait ce qu'il avait fait sur le South Dakota. Et c'est sûrement à ce moment-là que sa mère l'a dénoncé. La Navy refuse d'admettre publiquement avoir engagé sciemment un mineur pour l'effort de guerre. L'adolescent se voit retirer immédiatement ses médailles et est emprisonné dans un navire-prison de Corpus Christi. Il est relâché 3 mois plus tard avec quelques dollars en poche, affrontant une nouvelle bataille, celle du retour à la vie civile. Il avait peut-être le corps d'un enfant, mais ce n'en était plus un. Vous avez eu ce gamin qui a côtoyé la mort et qui a perdu des camarades de bord, en a sauvé, et a traversé l'une des pires batailles du théâtre du Pacifique. Et vous le mettez ensuite dans une classe de 5e avec d'autres préadolescents qui, eux, jouent à la balle ou au baseball. Il ne pouvait tout simplement pas s'intégrer. Calvin Graham se marie à 14 ans, devient père de famille 1 an plus tard, puis divorce à l'âge de 17 ans. Ayant cette fois atteint l'âge légal, il s'engage dans le corps des Marines avant de se blesser gravement à la suite d'une mauvaise chute. Le reste de son histoire est plutôt difficile. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a vendu des magazines, des journaux, mais n'a jamais vraiment gagné d'argent. Et il a passé la majeure partie du reste de sa vie à se battre pour récupérer les avantages de la Navy, afin de survivre et se reconstruire. La rigidité de l'armée américaine s'adoucit dans un premier temps en 1978. Le président Carter restaure statut militaire et récompense au désormais vétéran Calvin Graham. Mais il faut attendre les années 90 pour qu'il récupère sa précieuse Purple Heart. Entre-temps, la plus jeune recrue de la Navy est devenue un vieil homme. Il s'éteint en 1992, 2 ans avant la reconnaissance totale de ses services de guerre. Et voilà, c'est la fin de cette spéciale. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Et comme on dit au Texas, see you soon, y'all.